Si tu peux jouer le nocturne en do mineur de Chopin, je t'épouse sur le champ. Harper Quinn ne leva pas les yeux de son téléphone en prononçant ces mots. Ses talons résonnaient sur le sol de marbre du hall d'accueil de Lyra Records, seul bruit perceptible en dehors du léger vrombissement d'une autolaveuse au loin. Le concierge, large d'épaules, la trentaine bien entamée, silencieux, interrompit son nettoyage, toujours accroupi devant le piano à queue trônant comme une relique au cœur de l'atrium de verre et d'acier du bâtiment. Il en astiquait les pieds avec une minutie qui le faisait paraître plus sacré qu'un simple élément de décoration. Elle finit par lever les yeux. « Tu m'as entendu ?» L'homme la regarda à l'ours, ses yeux d'une teinte étrange, entre le gris et le vert, clair, impénétrable. Il se redressa lentement, une main posée avec légèreté sur le banc du piano. « Je t'ai entendu, » répondit-il d'une voix posée. « Mais ce n'est pas un morceau qu'on joue juste parce qu'on te met au défi. » Harper haussa un sourcil. « Donc tu le connais. » Il ne répondit pas, se remit simplement à son ouvrage, repliant le chiffon dans sa paume, avec la même précision que s'il pliait un drapeau. Harper le détailla encore un instant, puis laissa échapper un léger souffle moqueur avant de pivoter sur ses talons. C'est bien ce que je pensais. Elle ne savait même pas pourquoi elle avait dit ça. Peut-être à cause du silence d'une nouvelle nuit tardive dans ce bâtiment qu'elle dirigeait sans vraiment y appartenir. Peut-être à cause du romantisme absurde de ce piano brillant sous les suspensions que personne ne remarquait jamais. Ou peut-être à cause de la façon dont le concierge regardait l'instrument, non comme un objet à nettoyer, mais comme quelque chose à se remémorer. Quoi qu'il en soit, le moment était passé. Elle entra dans l'ascenseur, passa son badge et disparut dans les entrailles de son royaume. Quand Elliot Reed eut essuyé la dernière trace de doigt sur le couvercle laqué noir, le bâtiment était plongé dans un silence total. Il jeta un regard autour de lui, puis s'installa sur le banc. Ses doigts survolaient les touches, sans appuyer, simplement posés, comme s'ils cherchaient à se souvenir de l'endroit où ils avaient appartenu autrefois. Il ne joua pas. Il resta là, les yeux clos, à écouter le silence. Un silence façonné par des souvenirs qu'il n'avait pas effleurés depuis des années. Le lendemain matin, l'assistante de Harper lui tendit un rapport et un café, puis se lança dans le déroulé du programme de la journée. Mais Harper n'écoutait pas. Son regard était attiré, à travers la vitre, vers le piano du hall, où une trace à peine visible sur le couvercle accrochait la lumière. Elle se rappela sa main posée là, l'immobilité dans ses yeux. « Jennifer, » dit-elle, coupant son assistante en pleine phrase. « Qui est-ce le concierge de nuit ?» Jennifer cligna des yeux. « Elliot Reed est de nuit. Il a commencé il y a 6 mois. Pourquoi ?» Harper ne répondit pas. Elle fixa le piano 1 seconde de plus, puis se tourna vers son emploi du temps comme si de rien n'était. Ce soir-là, Harper retourna à son bureau bien après le départ des autres. Le bâtiment dormait. Pas elle. Des échéances, des appels d'investisseurs, un gala à venir avec un quatuor à cordes qu'elle n'appréciait même pas. Elle ferma son ordinateur portable et descendit. Quelque chose dans le silence l'attirait vers le hall. Les lumières étaient tamisées, enveloppant le piano d'un halo doux, et il était là, Elliot, de nouveau agenouillé, astiquant les pédales en laiton. Elle s'éclaircit la gorge. « Je vous dois des excuses. » Il ne sursauta pas, ne s'arrêta pas. « Pourquoi ?»« Pour avoir été condescendante, » dit-elle en croisant les bras. C'était idiot, cette remarque sur Chopin. Cette fois, il s'arrêta. La plupart des gens n'y penseraient plus. « Je me souviens de tout, » répondit Harper. « C'est comme ça que je garde une longueur d'avance.
Elliot se releva. « Alors vous devriez aussi vous souvenir que Chopin n'est pas un tour de passe-passe. C'est une prière mise en musique. » Elle pencha la tête, intriguée malgré elle. « On dirait que vous l'avez déjà joué. » Il esquissa un petit sourire énigmatique. « J'ai joué beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je joue encore. » « Pourquoi pas? Parce que certaines choses cessent de vous appartenir quand vous n'en avez plus besoin pour survivre. » Harper resta silencieuse. On dirait les mots d'un homme qui a perdu plus qu'il ne l'aurait cru. Elliot la fixa longuement. Puis il hocha la tête, une fois. « Bonne nuit, mademoiselle Quinn. » Il se tourna pour partir. « Attendez. » Il s'arrêta. Elle s'approcha du piano, fit glisser sa main le long du bord. « Rendez-moi un service. La prochaine fois que je dis quelque chose d'insensé, reprenez-moi. Ça vous arrive souvent de dire des choses insensées? Seulement quand je ressens quelque chose que je ne comprends pas. » Le regard d'Elliot s'adoucit. « Vous avez compris plus que vous ne le pensez. Vous ne saviez juste pas comment le dire. Là-haut, les caméras de sécurité enregistraient silencieusement le hall désert après leur départ, mais personne ne remarqua la légère vibration dans l'air autour du piano. Le lendemain matin, l'équipe de nettoyage trouva une feuille pliée, posée délicatement sur le pupitre. Pas de nom, juste un fragment de musique. 4 mesures manuscrites, la moitié d'une mélodie, un commencement, comme si quelqu'un venait de se souvenir comment faire. Les applaudissements étaient censés ressembler à un triomphe. Au lieu de cela, ce n'était qu'un grondement sourd dans les oreilles de Harper Quinn, résonnant comme une tempête enfermée dans une cathédrale. Elle se tenait derrière le lourd rideau de velours, le dos appuyé contre le béton froid, une main encore tremblante. Elle venait de survivre à 3 minutes et demie de Boach, tout juste. Les notes s'étaient mélangées. Son tempo avait flanché 2 fois. Sa main gauche s'était figée à un moment, paralysée par un souvenir qu'elle n'arrivait pas à nommer. Et même si le public applaudissait poliment, elle sentait leur perplexité. Pourquoi est-elle là-haut? Était-ce voulu? Est-ce qu'elle va bien? Non, elle n'allait pas bien. Harper n'avait pas touché un piano depuis 18 ans. Le gala devait accueillir une pianiste de renommée mondiale de l'Orchestre philharmonique de Berlin, mais un accident de voiture cet après-midi-là avait plongé toute l'équipe organisatrice dans la panique. Faute de temps pour faire venir un remplaçant, le conseil d'administration avait demandé à Harper, à moitié en plaisantant, si elle pouvait encore jouer un petit morceau pour l'ouverture. Elle avait esquissé un sourire crispé, bien sûr, puis s'était enfermée dans une salle de répétition pendant 4 heures, tentant de se rappeler comment ses doigts bougeaient autrefois sans la moindre peur. Elle aurait dû refuser, mais la fierté est un dieu étrange. Elle vous laisse brûler plutôt que de plier. En coulisses, Harper expira lentement et desserra les poings. Le dernier accord résonnait encore dans ses paumes. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait de l'air. Elle glissa par la sortie latérale de la salle, le froid de la nuit new-yorkaise transperçant sa robe comme une lame. Le parking du personnel était presque désert, à part le ronronnement sourd de quelques fourgons au ralenti. Et puis, de la musique, douce, claire, fragile, comme la lumière de la lune sur l'eau. Un piano, le même morceau, mais cette fois, joué comme il devait l'être. Chaque note était un souffle, chaque silence, un battement de cœur. Elle suivit la mélodie. Derrière le quai de chargement, dans un local de stockage à peine éclairé par une ampoule vacillante, se trouvait un vieux piano droit, usé, sans doute sorti pour l'ambiance puis oublié dans la cohue. Et là, assis, jouant les yeux mi-clos, la posture empreinte d'une discipline ancienne, il y avait Elliot Reed. Il ne la remarqua pas tout de suite. Ses doigts dansaient sur les touches
avec la précision de quelqu'un qui n'a plus besoin de réfléchir, seulement de ressentir. Harper resta là, stupéfaite, le froid oublié. Ce n'était pas seulement qu'il jouait bien, c'était qu'il jouait comme s'il avait vécu à l'intérieur du morceau, comme si la musique le connaissait, et non l'inverse. Enfin, il leva les yeux et la vit. Le dernier accord s'éteignit dans l'ombre. « Je croyais que tu étais parti, » dit-il doucement. « Je suis parti. » Sa voix n'était qu'un souffle, mais puis tu as joué. Elliot se leva lentement, époussetant ses manches d'une poussière imaginaire. « Je ne pensais pas que quelqu'un entendrait. » « C'était du botch ?» Il hocha la tête. « Ton choix, ce soir. Tu as précipité les transitions au milieu. Les mains se sont raidies. Trop de tension dans les épaules. » Harper croisa les bras. « Tu écoutais. Tu criais, Mademoiselle Quinn, sans jouer. Les mots la piquèrent, non parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais. » Elle inspira profondément. « Comment connaissais-tu ce morceau ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, je l'ai joué une fois. Pour quelqu'un qui comptait, il y a longtemps. Un silence. Harper fit un pas en avant, sa voix plus basse à présent. « Tu n'es pas seulement un concierge, n'est-ce pas? »« Pas plus que tu n'es seulement une PDG, » répondit-il. « On se cache tous derrière des uniformes. » Le silence s'étira entre eux. Ce n'était pas gênant, juste dense, comme une note tenue trop longtemps, en attente de résolution. Puis Harper posa la question qui la hantait depuis la veille au soir. « Pourquoi es-tu ici à faire ça? Nettoyer les sols, astiquer les pianos, te cacher dans les coulisses ?» Elliot ne la regarda pas en répondant. « Parce que la vie est une voleuse. Elle prend ce que tu aimes et te laisse avec ce dont tu as besoin pour survivre. Et parfois, survivre, ça ressemble à pousser une serpillière. » La gorge de Harper se serra. C'est une façon poétique de dire que tu as abandonné. Il se tourna alors, sans colère, mais avec assurance. « Je n'ai pas abandonné. J'ai tout donné. Ce n'est pas pareil. » Et à cet instant, Harper le vit, pas seulement l'homme capable de jouer, mais celui qui avait arrêté. Pas parce qu'il manquait de talent. Pas parce que personne ne croyait en lui, mais parce que quelque chose ou quelqu'un avait compté davantage. Elle ravala difficilement. « Tu aurais dû être sur cette scène ce soir. » Elliot secoua la tête. « Ce n'était pas ma place. »« Alors, où est ta place ?» demanda-t-elle, s'approchant encore. Parce qu'évidemment, ce n'est pas derrière un chariot de produits d'entretien. Il la regarda, une lueur étrange dans les yeux. De la tristesse peut-être, ou quelque chose de plus ancien. « Ma place, » dit-il lentement, « c'est auprès de la personne qui a le plus besoin de moi. » Et sur ces mots, il s'éloigna du piano, comme si la chanson était terminée. Harper resta figée, la nuit pesant autour d'elle. Elle pensa à tous les concerts auxquels elle avait assisté, à tous les prodiges signés par son label, à tous ces interprètes brillants courant après la célébrité comme si c'était de l'oxygène. Mais cet homme avait joué un morceau qu'elle ne pourrait jamais oublier. Puis il était parti, comme si cela ne comptait pas. Ou peut-être comme si cela comptait plus que tout. Cette nuit-là, de retour, dans son penthouse, Harper ne trouva pas le sommeil. Elle se surprit à faire défiler des bases de données, des coupures de presse, de vieux programmes de concert. Aucune trace, aucun nom, rien qui reliait un certain Elliot Reed, concierge, à un passé musical, sauf une photo floue. Un jeune homme, une vingtaine d'années, jouant du piano lors d'un concert de musique de chambre à Montréal. Le visage était plus jeune, mais les yeux, ce même regard étrange, la même immobilité. Légende. E. Reed, finaliste,
St. George Classical Showcase 2005, en petit en dessous, considéré comme une étoile montante, disparu du circuit en 2009. Harper s'appuya en arrière, le cœur battant à tout rompre. Elliott Reid n'était pas qu'un simple concierge. C'était une étoile déchue, quelqu'un qui avait laissé le monde l'oublier, comme s'il n'avait jamais brillé. Et pourtant, elle n'avait aucune envie de l'oublier. « Dis-moi la vérité, » dit Harper. Elliott ne cilla même pas. Il leva simplement les yeux du lavabo en inox qu'il était en train de récurer dans la salle de pause des cadres. « À propos de quoi? À propos de qui tu es? » Elle entra complètement dans la pièce et referma la porte derrière elle. « Parce que j'ai passé les 3 dernières heures à fouiller toutes les archives de concerts d'ici à Montréal. Et tu n'es pas juste un type qui connaît Bach. Tu étais E. Reid, finaliste, étoile montante, un nom que tout le monde pensait promis à la légende. » Elliott rinça son chiffon en silence. « Tu as disparu en 2009. » Elle poursuivit, la voix basse, posée. Aucun scandale, pas de tournée d'adieu, aucune interview. Tu t'es juste volatilisé. Et maintenant, tu pousses un chariot dans les mêmes couloirs où des gens qui n'arrivent pas à la cheville de ton jeu reçoivent des ovations debout. Il posa le chiffon avec une délicatesse infinie, comme s'il était en porcelaine. « Tu as bien mené ton enquête. »« Je suis minutieuse, » répondit-elle. « Je n'aime pas les mystères dans mon bâtiment. » Elliott s'essuya les mains. « Je ne suis pas un mystère, mademoiselle Quinn. Je suis juste un homme qui fait son travail. »« Non, » dit Harper en s'approchant. « Tu es un homme qui se cache, et je veux savoir pourquoi. » Un long silence s'installa. Puis il soupira et s'adossa au plan de travail, les bras croisés sans tension. « Ça t'est déjà arrivé de tout perdre, tout ce qui avait un sens pour toi, en un seul instant ?» demanda Harper. « Rien. »« Tu passes ta vie à t'entraîner pour maîtriser quelque chose, » reprit Elliott, le regard perdu au loin. « Tu respires pour ça, tu dors pour ça, tu saignes pour ça. Et puis un jour, ça ne suffit plus, pas parce que tu n'es pas à la hauteur, mais parce que la vie te tend une nouvelle partition et te dit « Joue ça maintenant. » Et c'est écrit dans une tonalité que tu n'as jamais vue. « Quel a été ce moment ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis répondit d'une voix basse, résignée. « Ma femme, le cancer, elle est partie au printemps 2009. Notre fille avait 2 ans. » Le cœur de Harper se serra. Je ne pouvais pas partir en tournée avec un tout petit. Impossible de donner des masterclass et d'être là quand elle se réveillait en toussant la nuit. Il a fallu choisir. « Et tu l'as choisi » souffla-t-elle sans ciller. Un nouveau silence, mais différent, plus doux, empreint de respect. Harper déglutit. « Je ne sais pas si j'aurais eu la force de faire ça. Tu serais surprise de ce dont tu es capable quand une petite personne a besoin de toi pour survivre. » Elle s'assit sur le bord du plan de travail, en face de lui. « Alors tu as tout abandonné. »« J'ai quitté la scène, » répondit Elliott. « Pas la musique. »« Où est-elle maintenant ?» demanda-t-elle. « La musique. » Il jeta un regard vers elle, puis détourna les yeux, silencieux pour la plupart. Parfois, ça se réveille quand tu ris ou quand tu dors. Mais je ne joue plus. Pourquoi? Parce que quand je m'assois devant les touches, maintenant, j'entends tout ce que j'ai perdu. Harper le fixa longuement, puis dit doucement. « Tu te trompes. » Elliott haussa un sourcil. « Tu n'entends pas ce que tu as perdu, » dit-elle. « Tu entends ceux que tu as aimés. Ce n'est pas la même chose. » La pièce semblait lourde, sacrée, comme s'il se trouvait au cœur d'une cathédrale dans laquelle il n'avait jamais eu l'intention d'entrer. Elliott l'observa attentivement. « Comment tu sais ça ?» demanda-t-il, la voix de Harper vacillant. « Parce que moi aussi, j'ai arrêté de jouer il y a longtemps, pour d'autres raisons. Mais le silence, je le connais. » Il ne répondit pas. « J'avais 12 ans, dit-elle, les yeux rivés au sol.
Mon père était compositeur, brillant, mais brisé. La musique était à la fois son Dieu et sa malédiction. Il passait des jours entiers dans une transe maniaque, puis rentrait à la maison et détruisait tout ce qu'il avait écrit. Un soir, j'ai raté une note. Il m'a dit « Ne touche plus jamais à ce piano tant que tu ne vaux pas la peine d'être entendu. » Je n'ai plus jamais joué après ça. La mâchoire d'Elliot se crispa. « Tu le crois encore ?» Harper releva les yeux. « Je ne sais pas, mais je l'entends encore. » Elliot s'approcha de l'évier, se rinça à nouveau les mains, puis ferma l'eau d'un clic discret. « Tu as déjà joué pour quelqu'un qui ne sait pas qui tu es ?» demanda-t-il. « Non ? Alors c'est peut-être ça qui nous manque à tous les deux. » La nuit suivante, Harper revint dans le hall bien après minuit. Le piano brillait sous la lumière tamisée des suspensions, intacte. Elle s'assit, laissa ses mains flotter au-dessus des touches. Puis, doucement, prudemment, elle commença à jouer. Les premières notes étaient hésitantes, comme quelqu'un qui tente de parler après des années de silence. Mais elle continua. Ses mains se souvenaient de plus de choses que son esprit. Puis une deuxième paire de mains rejoignit les siennes. Ni envahissante, ni démonstrative, simplement là, soulevant la mélodie là où elle laissait tomber, tissant une harmonie qui l'enveloppait, comme une seconde chance. Elle ne leva pas les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Elliot s'était assis à côté d'elle, le visage impassible, jouant comme si le passé ne poursuivait aucun d'eux. Ils jouèrent ensemble, un patchwork de rythmes brisés et de gammes à moitié oubliées, et pourtant, c'était beau. Lorsqu'ils eurent fini aucun des deux ne parla pendant un long moment. Puis Elliot dit « Ta main gauche se crispe encore quand tu doutes. » Harper expira un souffle dont elle n'avait pas conscience. « Mon cœur aussi. » Il la regarda. Les deux sont souvent liés. Elle se tourna vers lui. « C'était quoi ce morceau qu'on vient de jouer? »« Je ne sais pas, » répondit-il. « On l'a inventé. » Harper sourit. Pas ce sourire de façade qu'on affiche en réunion, mais quelque chose de vrai, de fatigué, de chaleureux. On devrait peut-être le finir un jour. Elliot acquiesça. Peut-être qu'on l'a déjà commencé. Plus tard, alors que Harper montait seule dans l'ascenseur jusqu'au dernier étage, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis très, très longtemps. L'espoir. Ce n'était ni bruyant ni grandiose, juste comme une clé qui tourne doucement dans une porte qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Et quelque part, sous tout cela, enfouie dans les échos de Chopin, de Bach et de la voix de son père, elle entendit une autre mélodie. Cette fois, une qui n'appartenait pas à l'os, une qui, peut-être, lui appartenait à elle. La première chose que Harper remarqua, c'est que l'appartement ne ressemblait pas à celui d'un concierge. Ce n'était ni cher, ni grand, ni particulièrement élégant, mais on y sentait la chaleur de la vie. Chaque surface était propre. Un canapé usé reposait sous un mur couvert de partitions encadrées, et une bibliothèque d'occasion ployait sous le poids de partitions classiques et de livres pour enfants. Un léger parfum de cannelle flottait dans l'air, et quelque part au fond, une bouilloire commençait à siffler. Mais le cœur du petit salon, c'était un piano droit, modeste, mais bien entretenu, niché sous une fenêtre où la lumière du soleil tombait comme un rideau d'or. Harper n'avait pas prévu d'entrer. Elle avait simplement raccompagné Elliot chez lui après un dîner improvisé, des burgers, rien de sophistiqué. Mais Luna lui avait attrapé la main et dit « Viens voir mon mur de musique. » Et avant que Harper ait pu refuser, elle était déjà dedans. À présent, elle restait figée, les yeux rivés sur le piano. « C'est là que tout a commencé, » dit doucement Elliot,
passant à côté d'elle avec 2 tasses de thé. Luna a fait ses premiers pas vers ce banc. Je répétais Chopin. Elle a lâché la table basse et elle est allée droit vers la musique. Luna rayonna de fierté. J'ai touché le do grave. C'était magique. Harper sourit, puis prit une gorgée de thé. Ça sent les souvenirs, ici. Elliot s'assit en face d'elle. C'est ça, le deuil, la plupart du temps. Des souvenirs au bord tranchant. Luna arriva en sautillant, tenant quelque chose à 2 mains. Un gros classeur au coin usé, des feuilles de musique dépassant. Les chansons de papa, annonça-t-elle. Enfin, la moitié. Il dit que la plupart dorment encore. Harper haussa un sourcil. Elles dorment? Elliot se frotta la nuque. Des idées inachevées que je n'ai jamais poursuivies, des mélodies que j'étais trop fatigué ou trop effrayé pour terminer. Harper prit le classeur avec précaution. La première page montrait une mélodie délicate, écrite à la main au crayon, les notes s'enroulant sur la portée comme des murmures. Elle s'interrompait brusquement, en plein milieu d'une phrase. « C'est toi qui as écrit ça. » Il acquiesça. « Il y a une éternité. » C'est magnifique. Elle suivit la dernière mesure du bout du doigt. Mais ça s'arrête trop tôt. Elliot haussa les épaules. Beaucoup de choses s'arrêtent trop tôt. Ce silence, encore, celui qui en dit plus que personne n'ose le faire. Puis Luna murmura doucement. « Papa jouait le soir, quand il croyait que je dormais. J'écoutais toujours. » Harper se tourna vers elle. « Tu joues aussi? J'essaie, » répondit Luna fièrement. « Mais j'ai les doigts trop courts. »« Ils vont grandir, » dit Elliot, « et ils savent déjà plus de choses que le cœur de bien des gens. » Plus tard, après que Luna fut montée se coucher, fredonnant pour elle-même en dessinant des chevaliers, des reines et des pianos ailés, Harper se retrouva assise sur le banc. Elle s'installa à côté d'Elliot, dans la pénombre, la partition toujours ouverte devant eux. « Pourquoi celle-ci » demanda-t-elle. « Pourquoi ne pas la finir ?» Il resta silencieux un long moment. « Parce que je l'ai écrite pour quelqu'un à qui je n'ai jamais pu dire au revoir, » finit-il par dire. « Et la terminer, ce serait comme la perdre vraiment. » Harper ne demanda pas qui c'était. Elle n'en avait pas besoin. Elle posa la main sur les touches, hésitante, délicate. « Je crois, » dit-elle lentement, « que certaines chansons ne sont pas faites pour être des fins. Ce sont des portes ouvertes. » Il la regarda. « Tu penses que je devrais la finir? »« Non, » répondit-elle. « Je pense que nous devrions la finir ensemble. Un souffle, une pause, une étincelle. » Puis, comme des feuilles emportées par le même vent, leurs mains se mirent à bouger ensemble, remplissant les mesures vides, essayant des variations, empilant les couches de son, pas parfaitement, mais sincèrement. Ce n'était plus une question de talent, c'était une question de présence. À un moment, Elliot s'arrêta d'écouter. « Tu as modulé trop tôt. »« Je sais. » Elle sourit. « Ça me semblait juste. » Il secoua la tête, faussement réprobateur. « Tu enfreins les règles. »« Les règles n'ont jamais élevé un enfant seul, » murmura-t-elle. « Les règles ne t'ont pas tenu debout quand tout s'est effondré. » Elliot la regarda. « Non, mais la musique, si. » Minuit sonna avant qu'aucun d'eux ne s'en rende compte. Elliot se leva en s'étirant. « Luna a des rendez-vous tôt demain. » Harper acquiesça et se leva à son tour. « Merci pour tout ça. » Il l'accompagna jusqu'à la porte, mais juste avant qu'elle ne sorte, elle se retourna. « J'ai repensé à ce que tu as dit sur la survie et le sacrifice, et j'ai compris quelque chose. »« Quoi donc? Que tu n'as pas seulement renoncé à quelque chose. Tu t'es donné, morceau par morceau, pour construire quelque chose de plus grand que toi. » Il ne répondit pas. « Tu n'es pas inachevé, Elliot. Tu attends juste la bonne personne pour tourner la page. » Il déglutit difficilement. « C'est peut-être le moment. » Elle s'avança dans le couloir,
« Bonne nuit, Monsieur Reed. » Il esquissa un sourire. « Bonne nuit, Mademoiselle Quinn. » Et tandis que la porte se refermait entre eux, Harper comprit qu'elle n'avait pas ressenti une telle peur, ni une telle intensité de vie, depuis des années. Non pas à cause de qui il était, mais à cause de qui elle devenait à ses côtés. Ce soir-là, dans son penthouse, Harper s'assit seul devant son propre piano, resté muet depuis plus de 10 ans. Elle souleva le couvercle, posa ses mains sur les touches et acheva la phrase qu'il avait commencée. La fois suivante où Harper revint, ce n'était pas prévu. Elle se persuadait qu'elle ne faisait que passer après un rendez-vous client dans le quartier. Mais en réalité, le silence de son appartement lui était redevenu assourdissant et elle commençait à comprendre quelque chose. Parfois, ce n'est pas la musique qui manque. Parfois, ce sont les personnes qui vous donnent envie d'écouter. Quand Elliot ouvrit la porte, Luna se jeta sur Harper pour l'enlacer avec tant d'enthousiasme qu'elle faillit faire tomber son sac. « Tu es revenu ?» s'exclama la fillette, rayonnante. « Je travaillais le nouveau morceau. Je lui ai donné un titre. » Harper se pencha à sa hauteur. « Ah oui? Dis-moi. » Luna brandit une feuille de papier couverte de lettres colorées et audacieuses. La chanson qui ne dort jamais. Elliot, derrière elle, haussa un sourcil amusé. Elle a le sens du drame pour les titres. Harper sourit. Non, elle a compris ce que beaucoup de compositeurs oublient, Anne. La vraie musique ne s'arrête pas quand les notes se taisent. Luna tourna sur elle-même en riant. Je savais que tu comprendrais. Ils se retrouvèrent autour du piano, cette fois en plein jour. Harper remarqua la posture étonnamment droite d'Aluna, ses doigts posés avec légèreté sur les touches. Elliot s'assit à côté d'elle, ajustant son poignet avec la délicatesse d'un artisan. « Prête ?» demanda-t-il. Luna acquiesça et commença avec la main gauche. Les motifs s'étaient décalés. « Je l'entends en 3 temps, pas en 4. » Harper pencha la tête. « Tu entends ça ?» Luna haussa modestement les épaules. « C'est là, il suffit d'écouter les yeux fermés. » Elliot sourit. Elle a ce que les professeurs appelaient l'oreille absolue. Elle repère quand une note est même un quart de ton trop aigu. Harper croisa les bras, observant la petite fille jouer un arpège bancal comme si elle déchiffrait une carte au trésor. « Tu ne m'avais pas dit qu'elle était surdouée, » dit Harper. « Ce n'est pas un trophée, » répondit Elliot. « C'est juste Luna. » Harper croisa son regard. C'est la plus belle chose qu'un parent puisse dire. Après la répétition, Luna se pelotonna sur le canapé avec un carnet à dessin. Elle esquissa ses habituelles figures fantaisistes. Des pianos ailés, des notes de musique en forme de cœur, une femme à la longue chevelure rousse, légendée Rhine Harper. Harper éclata de rire en découvrant le dessin. « Je n'ai jamais été reine auparavant. »« Tu portes des talons comme une reine, » répondit simplement Luna. Elliot entra avec du chocolat chaud et le posa en souriant. Elle n'appelle les gens « reines » que lorsqu'ils la font se sentir en sécurité. Harper cligna des yeux. C'est un sacré compliment. Elle ne le dit pas souvent. La voix d'Elliot était douce. Luna leva les yeux. J'appelais aussi maman comme ça, avant. Un silence s'installa dans la pièce, non pas gênant, mais empreint de respect. Harper s'assit à côté d'elle. « Tu te souviens d'elle? »« Des petites choses, » murmura Luna. Elle sentait le thé à l'orange et sa voix ressemblait à des berceuses. Parfois, quand papa joue des chansons lentes, j'ai l'impression qu'elle est là, dans la pièce. Harper tendit la main et écarta doucement une mèche du front de la fillette. On dirait quelqu'un qui a laissé beaucoup d'amour derrière elle. « C'est vrai », répondit Elliot depuis l'embrasure de la porte. Sa voix n'était pas brisée, mais il y avait une douleur dedans, une absence qui avait appris à résonner doucement au lieu de hurler. Plus tard,
Quand Luna partit faire la sieste dans sa chambre, Harper erra jusqu'à la bibliothèque. Elle fit courir ses doigts sur les reliures usées, des programmes anciens, des photos d'Elliot et Luna dans des parcs, des salles d'attente d'hôpital et des gâteaux d'anniversaire aux bougies bancales. Mais ce qui attira son attention fut un carnet jauni, fermé par un ruban rouge. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit des pages de musique, mais aussi des mots, des paroles, griffonnés à la main, brutes, des notes inachevées dans les marges, des ratures et des corrections. Une phrase revenait sans cesse. « Ce que nous perdons devient ce que nous aimons plus fort. » Elle se retourna. « Tu écrivais aussi des paroles. » Elliot, qui versait du thé, acquiesça avant que le silence ne devienne trop lourd. Elle leva le carnet. « Tu devrais les terminer. »« J'ai écrit ça quand Sarah était à l'hôpital, » dit-il sans croiser son regard. « Je ne pouvais pas réparer son corps, mais j'ai essayé de lui offrir une berceuse assez forte pour rester après elle. » La gorge de Harper se serra. « Tu l'as déjà chanté à Luna une fois, et elle a pleuré. Elle a dit que ça ressemblait à un adieu. » Harper s'assit à ses côtés. « Peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait ressembler à un retour à la maison, plutôt. » Un silence s'installa. Puis Elliot reprit. « Elle empire. » Harper se figea. Plus de crises ces derniers temps. Elle s'essouffle plus vite. Ses couleurs s'effacent plus tôt. Les médecins parlent de solutions, mais tu ne peux pas te les permettre. Moi, je n'ai pas les moyens d'espérer, Harper. C'est ce prix-là qui me fait le plus peur. Elle le regarda, et pour une fois, ses réflexes de femme d'affaires ne bondirent pas vers des solutions. Elle ne proposa ni chèque, ni contact, ni jet privé. Elle dit simplement « Alors laisse-moi rester avec toi, au cœur de cette peur. Tu ne devrais pas avoir à porter ça tout seul. » La mâchoire d'Elliot se contracta. « Je n'ai pas l'habitude que les gens restent quand ça devient difficile. »« Alors, je serai la première, » murmura-t-elle. Ce soir-là, alors que Harper s'apprêtait à partir, Luna s'éveilla de sa sieste. Harper s'agenouilla près d'elle et murmura « Tu veux que je te borde à nouveau ?» Luna acquiesça, les yeux encore embués de sommeil. Tandis que Harper remontait la couverture sur elle, Luna attrapa sa main et demanda « Tu pourras rejouer cette chanson à moitié finie demain, celle que papa a commencée. » Harper lui sourit. « Bien sûr. » La voix de Luna était douce, ensommeillée. « Je crois que cette chanson aide papa à revenir à la vie. » Le cœur de Harper se serra. « Je crois qu'elle m'aide aussi, » souffla-t-elle. Ce soir-là, Harper ne prit pas l'ascenseur jusqu'à son penthouse pour se servir un verre de vin. Elle rentra chez elle, s'assit devant son piano et ouvrit une page blanche. Elle y écrivit la première ligne d'une nouvelle mélodie et, juste en dessous, en lettres cursives. Pour la fille à l'oreille parfaite et le père qui réapprend à écouter. Tout commença comme un murmure, un lien, partagé dans une conversation de groupe, un extrait flou échangé entre stagiaires. Puis, ce fut l'incendie. À midi, la vidéo avait déjà circulé à tous les étages de LRA Records, des petits box encombrés de la comptabilité jusqu'aux baies vitrées des bureaux de direction. La légende disait « Quand le concierge joue un duo avec la PDG et que le piano se souvient ». Et juste en dessous, 3 mots résonnent dans chaque commentaire. Musique, amour, feu. Et pour finir, cette question qui pique, romance en devenir ou démission annoncée. Harper Quinn se tenait dans son bureau, l'image figée à l'écran. La vidéo durait 38 secondes. On la voyait assise à côté d'Elliot, au grand piano du hall, ses mains effleurant les touches, tandis qu'il tissait une douce harmonie en dessous. Leurs regards se croisaient, fugitifs. Il n'y avait que la musique, aucun mot,
juste une connexion. La caméra avait filmé à travers la paroi vitrée du poste de sécurité. Un zoom maladroit, amateur. Oui, mais l'intimité était indéniable. Jennifer, son assistante, se tenait à ses côtés, droite comme un soldat sous l'orage. Ça circule partout, sur le fil Slack interne, sur les réseaux sociaux. Même Reddit a lancé un sujet. Je suis désolé, Harper. Quelqu'un a dû la sortir des enregistrements de nuit. L'équipe de sécurité enquête. Harper expira lentement. Combien de vues? Plus de 200 000, rien qu'avec les partages privés. L'algorithme s'en est emparé ce matin. Et les commentaires? Jennifer hésita. Ils sont partagés. Certains sont bienveillants. La plupart spéculent. Rumeurs de bureaux, jeux de pouvoir. Tu sais comment ça va. Harper détourna les yeux de l'écran. Les membres du conseil sont au courant? Ils ont appelé 6 fois. Richard a laissé un message. Il veut une discussion franche ce soir. Harper ferma les yeux. Évidemment. 2 heures plus tard, elle retrouva Elliot dans la cage d'escalier du personnel, en train d'essuyer les rampes avec une application mécanique. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Je me demandais quand tu viendrais. » Harper lui tendit son téléphone. « C'est partout. »« Je sais. Tu savais que quelqu'un nous avait filmés. Je l'ai appris ce matin. Quelqu'un de la paix m'a fait un clin d'œil en disant « Beau duo, maestro ». J'ai cru qu'il faisait un malaise. Harper ne sourit pas. « Ce n'est pas drôle. »« Non, ça ne l'est pas. » Elle s'approcha, la voix basse. « Il transforme ça en toute autre chose. Il te transforme en quelqu'un que tu n'es pas. On dit que tu profites de moi, ou que je te manipule, ou encore que je suis un projet que tu as entrepris pour redorer ton image. » Il finit par la regarder. « Et toi, tu crois que c'est quoi? » Harper cligna des yeux. « Je crois que c'est réel. Peu importe ce que c'est la chose la plus honnête que j'ai touchée depuis des années. » Elliot la scruta. « Alors pourquoi on dirait que tu t'enfuis déjà? » Sa voix se brisa. « Parce que je sais comment ça finit. Dis-moi, ils vont salir mon nom, remettre en question mon jugement, mon leadership, tout ce que j'ai construit. Et tu crois que je ne sais pas ce que ça fait? » Sa voix était calme, mais coupante. J'ai abandonné la seule chose pour laquelle on m'a jamais félicité. J'ai disparu pour que ma fille puisse respirer. Tu crois que je ne sais pas ce que ça fait de voir sa vie s'effondrer? Elle détourna les yeux. Je n'ai rien demandé de tout ça. Non, dit-il, mais tu l'as cherché, tu t'es présenté, tu as joué le jeu et maintenant tu veux te cacher. J'essaie de te protéger, répliqua-t-elle sèchement. Non, répondit Elliot, tu essaies de protéger ton image et tu te sers de moi comme prétexte pour battre en retraite. Ça la gifla. Il ne broncha pas. Dis-moi, Harper, c'est quand la dernière fois que tu es resté dans quelque chose de chaotique, quelque chose que tu ne pouvais pas prévoir, pas planifier, pas contrôler? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. C'est bien ce que je pensais. Elle recula, les bras croisés sur la poitrine comme une armure. Tu n'as aucune idée de la pression que je subis. Tu as raison, dit-il. Je sais juste ce que ça fait d'être celui qui reste quand l'autre s'en va. Un silence. Puis Harper murmura, « Tu crois que c'est ce que je vais faire? » « Je ne le crois pas, répondit Elliot. Je le vois. Le lendemain matin, les gros titres envahissaient les sites spécialisés. Balade puissante ou abus de pouvoir? La PDG Harper Quinn, surprise dans un moment intime avec un agent d'entretien. Lyra Hugh Records, sous le feu des critiques pour ses limites floues au travail. Le duo viral fait scandale. Enquête déontologique. Dans les locaux de l'IRA, les chuchotements suivaient Harper dans chaque couloir. Elle n'avait pas besoin d'entendre les mots. Elle les sentait. La réunion du conseil était prévue à 16 heures.
Elle entra dans la salle avec 20 minutes d'avance, s'assit en bout de table, attendant que chacun arrive un à un. Ils défilèrent, Richard Quinn, président du conseil et frère de son père défunt, entrant le dernier. « Harper, » dit-il sèchement en prenant place, « il faut qu'on parle de l'image. Bien sûr, nous publierons un communiqué pour clarifier que ta relation avec M. Reed n'a rien de romantique et rappeler notre politique de tolérance zéro à l'avenir. » Harper leva les yeux. « Mais c'est romantique. » Silence. « Je ne vais pas mentir pour apaiser votre malaise, » dit-elle. Je me suis assise. Ce piano parce que j'ai ressenti quelque chose de vrai. Je n'en ai pas honte. Richard fronça les sourcils. Ça pourrait coûter des millions à l'entreprise. Harper soutint son regard. Alors il faudrait peut-être se demander pourquoi on construit quelque chose d'aussi fragile qu'un simple élan d'humanité puisse tout ébranler. Un temps, tu fais une erreur, prévint Richard. Non, répondit-elle. Pour une fois, je choisis autre chose. Plus tard dans la soirée, Harper se tenait devant le bâtiment. Pas de journaliste, pas d'escorte, juste elle, seule sous le ciel gris de la ville. Son téléphone vibra. Un message d'Elliot. On a perdu quelque chose aujourd'hui, non? Ou alors, on a enfin arrêté de faire semblant que ça n'existait pas. Elle fixa l'écran, puis tapa. Je ne veux pas te perdre. La réponse arriva presque aussitôt. Alors, ne me perds pas. Mais ce n'était pas si simple, car le lendemain soir, quand elle frappa à la porte de son appartement, personne ne répondit. Un voisin lui dit qu'il avait fait ses valises. Quelque chose à propos d'un séjour à l'hôpital. La poitrine de Harper se serra, et pour la première fois depuis des années, la femme qui avait bâti un empire se mit à courir. Le couloir sentait l'antiseptique et la vieille peur. Harper détestait les hôpitaux, les lumières vacillantes, le silence mécanique, la façon dont les gens chuchotaient comme si l'air lui-même risquait de se briser sous la pression. Elle trouva Elliot dans l'aile pédiatrique, chambre 312. La porte était entr'ouverte. Elle s'arrêta avant de la pousser. À l'intérieur, Elliot était assis près du lit de Luna, une main serrée autour de la sienne, l'autre couvrant ses yeux. Ses épaules se soulevaient dans un rythme court et tremblant. Luna était pâle, trop pâle. Des tubes à oxygène encadraient son visage. Le moniteur cardiaque émettait un bip régulier, mais plus faible qu'il n'aurait dû. Un ours en peluche était niché sous son bras. Harper entra discrètement. « L'eau. » Il leva les yeux. Son visage était ravagé, à vif. « Comment as-tu su par le voisin ?» demanda-t-elle doucement. « Tu n'as pas répondu à mon message. » Il cligna des yeux, comme s'il avait oublié ce qu'était un téléphone. « Désolé. » Elle s'approcha du lit, les yeux rivés sur la petite fille. « Comment va-t-elle? C'est grave? » Il murmura. « La crise a été plus forte que d'habitude. Son oxygène a chuté d'un coup. Ils ont dû l'intuber avant même que je comprenne ce qui se passait. » Le cœur de Harper se serra. « Est-ce qu'elle laisse réveiller? » « Oui, » répondit-il. Elle n'arrêtait pas de demander la chanson, celle qu'on écrivait ensemble. Sa voix se brisa. « Je n'ai pas pu la finir, » murmura-t-il. « J'avais promis que je le ferais, mais je n'ai pas pu. » Harper lui prit la main. « Alors, on va la finir maintenant. » Yasula regarda, les larmes aux yeux, prêtes à couler sans jamais tomber. « Tu crois qu'elle nous entendra? »« Je crois que l'amour voyage, » répondit Harper. « Même à travers le verre, les fils et les machines qui bipent, surtout dans ces moments-là. » Ils s'assirent côte à côte au chevet de Luna. Pas de piano, pas de touche, juste deux mains tapant doucement le rythme sur sa couverture. Une mélodie, une harmonie, des demi-murmures d'une berceuse
qui n'était pas encore né. Et quand Elliot se mit enfin à chanter, la voix basse, éraillée par des années de silence, Harper chanta avec lui. Le ciel est sombre, mais pas pour longtemps. Les étoiles fredonnent encore, musique d'or, ma lumière, pendant que je veillerai, pour jouer l'aube dans ton matin. Luna n'ouvrit pas les yeux, mais ses petits doigts frémirent, à peine. Harper sentit la plus légère pression contre sa paume. Elle a entendu, souffla Harper, la voix brisée par un sourire. Elle entend toujours. Quelques heures plus tard, le médecin entra, l'expression mesurée mais bienveillante. Ses constantes se stabilisent, annonça-t-il. Le traitement agit, mais ce n'est pas viable sur le long terme. Il faudra des soins plus spécialisés, une équipe de pointe, probablement hors de l'état. Elliot se leva. Combien de temps on a? Quelques semaines, peut-être moins si une autre crise survient avant que son corps ne récupère. Il faut vous préparer. La porte se referma. Le silence avala de nouveau la pièce. Elliot s'adossa au mur. Je n'ai pas les moyens pour Boston. Je ne peux même pas payer une deuxième visite aux urgences. Harper s'avança. Alors laisse-moi t'aider. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne m'as rien demandé, répondit-elle. C'est moi qui propose. Il la regarda, la douleur transparaissant dans chaque trait de son visage. Tu sais ce que ça fait, de voir sa dignité réduite à des factures? Elle leva la main, effleura sa joue. Tu sais ce que ça fait, d'avoir de l'argent et de se sentir quand même inutile? Cela le stoppa net. J'ai passé des heures en réunion à prendre des décisions à plusieurs millions, alors que mon âme réclamait quelque chose de vrai, murmura-t-elle. Ne me prive pas de la chance d'offrir enfin quelque chose qui compte. Un silence. Puis Elliot la serra contre lui, fort, sans un mot. Ce n'était ni romantique, ni contenu, juste humain. Deux êtres qui se soutenaient au bord de la peur. Le lendemain, Harper libéra son agenda, appela tous ses contacts en cardiologie pédiatrique, fit un don anonyme à la fondation de l'hôpital pour accélérer le transfert de Luna. Mais elle ne s'est pas contentée d'écrire des chèques. Elle s'assit à côté de Luna, lui raconta des histoires, apporta des livres de coloriage et un casque anti-bruit, lui lut des partitions comme on lit des contes de fées, et peu à peu, la chambre 312 cessa de sentir la peur. Elle commença à respirer l'espoir. 3 jours plus tard, Luna reçut l'autorisation d'être transférée. L'équipe spécialisée de Boston l'accueillerait dans la semaine. Ce soir-là, Harper retourna chez Lero Records pour signer le dernier document transférant son pouvoir de vote. Le conseil d'administration l'avait poussé vers la sortie. Il parlait d'une transition convenue d'un commun accord. Pour elle, c'était le prix de la sincérité. Alors qu'elle rangeait son bureau, Jennifer entra discrètement. « Tu n'es pas obligé de partir comme ça. »« Si, » répondit Harper. Ils ont construit cette tour sans laisser de place pour des gens comme Elliot, Luna, ou même moi, à vrai dire. Jennifer hésita, puis lui tendit une pochette. C'est arrivé par la poste aujourd'hui. Des lettres de fans, des lettres de gens qui ont vu la vidéo. Ils ne se moquaient pas, ils étaient touchés. Ils disent que tu leur as redonné des émotions. Harper esquissa un sourire doux. Alors peut-être que j'ai enfin fait quelque chose qui valait tout ce vacarme. Elle quitta le bâtiment ce soir-là, une boîte sous un bras, l'ancienne pochette de composition d'Elliot sous l'autre. La fois suivante où elle le revit, il se tenait devant la voiture qui emmènerait Luna à Boston. Luna semblait plus forte, toujours frêle, toujours combative, mais ses yeux brillaient, son sourire était assuré. « Mademoiselle Harper, dit-elle en tirant sur sa manche,
Tu viendras me voir après que j'aurai mon nouveau cœur. Harper s'agenouilla. Je serai là le jour où il commencera à battre. Luna se pencha et murmura. Apporte la musique. Elliot observait la scène, les yeux humides, mais la tête haute, fière. Merci, dit-il doucement. De rien, répondit-elle. Mais ce n'est pas moi qui l'ai sauvé. C'est toi, chaque jour. Tu étais là, même quand c'était difficile. C'est ça, l'amour. Il la regarda, vraiment regardé. Tu m'as sauvé. Ils restèrent là longtemps après le départ de la voiture, sans se presser, sans un mot, juste la musique qui vibrait entre eux, en silence. Ce soir-là, Harper s'assit seule à son piano. Elle sortit une feuille blanche. En haut, elle écrivit « Finale, la chanson qui ne dort jamais ». Et en dessous, « Pour la fille qui s'est battue pour respirer et l'homme qui n'a jamais cessé d'écouter ». La pièce était plus froide qu'elle ne s'en souvenait. La table de la salle du conseil, 42 pieds de noyer et d'orgueil poli, trônait comme un monument au contrôle. Autour, des visages familiers, mais plus fermés, crispés par le malaise et les rumeurs de scandale. Harper était assise seule en bout de table, le dos droit, les doigts entrelacés, non plus en PDG, mais en femme qui avait déjà lâché prise. Elle portait du bleu marine. Aucun bijou, aucun maquillage, aucun masque. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une négociation. C'était un jugement. Richard Quinn prit la parole le premier, assis en face d'elle, tel un juge prêt à prononcer la sentence. « L'image ne s'est pas améliorée, » commença-t-il. « Malgré vos efforts pour rester discrète, l'histoire a pris une ampleur incontrôlable. » « Je suis au courant, » répondit calmement Harper. Il désigna une pochette juridique posée sur la table. « Nous avons rédigé un accord de séparation à l'amiable. Vous partez sans faire de vagues. En échange, nous veillons à préserver votre réputation. Vous touchez l'intégralité de votre indemnité et la presse reçoit une version propre de votre départ. » Quelqu'un d'autre intervint. « Margot Lynn, la vice-présidente du marketing. On peut présenter ça comme un choix de votre part. Un désir d'évolution personnelle, voire même le tourner comme un engagement philanthropique. Dire que vous souhaitez vous consacrer à des programmes de sensibilisation musicale. » Harper ne s'y pas. « Vous voulez que je mente? » « Nous voulons protéger l'entreprise, » rectifia Richard, « et franchement, vous protégez aussi. » Harper se pencha en avant. « Vous voulez que j'efface la vérité parce qu'elle vous dérange, parce que j'ai fait quelque chose d'humain dans un endroit conçu pour des machines. Parce que je me suis assise devant un piano et que j'ai ressenti quelque chose de vrai face à quelqu'un qui ne portait pas de costume. » La voix de Margot se fit plus tranchante. « On ne vous demande pas de vous excuser d'avoir des sentiments. On vous demande d'assumer la responsabilité du risque que vous avez introduit. » « Il n'y a aucun risque à aimer les gens, » répondit Harper, sa voix traversant la pièce comme une lame. « Le vrai risque, c'est de faire semblant de ne pas les aimer. » Silence. Richard referma le dossier d'un geste sec. « Alors arrêtons de faire semblant. Si vous refusez cet accord, nous procéderons à un vote de défiance. Vous serez révoqué pour faute. Cela ne concerne pas seulement votre indemnité, mais aussi votre héritage. » Harper expira lentement. « J'ai porté cette entreprise à bout de bras à travers des procès, des cracks boursiers, des crises d'artistes. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant des années, bâti des marques qui ont dépassé toutes les attentes, mentoré des stagiaires devenus vice-présidents, et maintenant vous voulez me pousser vers la sortie parce que j'ai aimé quelqu'un que vous n'aviez pas vu venir. » Sa voix baissa d'un ton. « Dis-moi, Richard, depuis quand avons-nous si peur de la grâce? » Il tressaillit. Margot détourna le regard. Harper se leva. « Je ne vais pas signer votre mensonge, et je ne vais pas supplier pour rester. Si être humaine me coûte ma place à cette table,
alors j'en construirai une meilleure. Un endroit où des gens comme Elliot Reed n'ont pas besoin de disparaître pour survivre. Un endroit où la musique compte encore. Elle sortit une petite enveloppe de son sac et la posa devant Richard. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Un don personnel à la fondation LRA, » répondit Harper, « pour financer l'éducation musicale des enfants défavorisés. Donnez-lui le nom que vous voudrez, mais ne le laissez pas se perdre. » Puis elle se tourna vers le reste de la salle. « Je pars, non pas parce que j'ai honte, mais parce que je me souviens de qui je suis. » Personne ne bougea lorsqu'elle sortit. Elle ne prit pas sa plaque nominative, ne dit pas au revoir, car certaines fins n'ont pas besoin de ponctuation, seulement de sens. Elle resta longtemps dehors, devant le bâtiment, à regarder son reflet dans la vitre miroir. Ce reflet n'avait rien à voir avec la femme qui était entrée dans cette tour il y a 10 ans. Cette femme-là avait faim, était ambitieuse, brillante et seule. Celle-ci était éveillée. Et lorsqu'elle posa le pied sur le trottoir, baignée par la lumière de l'après-midi, Harper Quinn n'eut pas l'impression de tomber. Elle eut l'impression de rentrer chez elle. Ce soir-là, elle trouva Elliot assis sur un banc, un peu plus loin que les jardins de l'hôpital, le casque autour du cou, le regard perdu à l'horizon. Elle ne parla pas tout de suite, s'assit simplement à ses côtés. Au bout d'un moment, il dit « Tu n'as pas mis ton armure aujourd'hui. »« Je l'ai laissée dans une salle de réunion, en centre-ville, » répondit-elle. Il la regarda. « Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai démissionné. » Un long silence. Puis il dit « Ils vont le regretter. »« Non, » répondit Harper. « Mais moi, non. Il la fixa vraiment, cette fois. Tu as changé. Je me suis souvenu de quelque chose. Elle expliqua que le titre à côté de ton nom ne vaut rien s'il t'enlève la musique que tu portes en toi. » Elliot détourna le regard. Sa voix, quand elle arriva, était basse. « Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu perdais tout. »« Tu ne l'as pas été, » répondit Harper. « Tu es la raison pour laquelle je l'ai retrouvé. » Il se figea. « Je t'ai vu te battre pour ta fille, » poursuivit-elle. « Je t'ai entendu jouer une musique que tu n'avais pas touchée depuis des années. Je t'ai vu reconstruire ton âme, note après note. Et quelque part, en te regardant, j'ai compris que moi aussi, je voulais rejouer, pas seulement vivre en mode piano. » Une brise passa entre eux. Puis Elliot murmura « Elle part à Boston demain. Je sais, elle a peur. »« Nous aussi, » répondit Harper, « mais on le fait quand même. » C'est ça, aimer. Il sourit enfin. « Tu as vraiment quitté. »« Pas quitté, » dit-elle. « Diplômé. » Il éclata de rire et ce fut comme le premier vrai souffle qu'ils prenaient tous les deux depuis des semaines. Harper fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Une invitation. » Elliot l'ouvrit. À l'intérieur, une carte manuscrite, une célébration de nouveau départ, avec Elliot Reed en concert à la Lincoln Chapel. Une seule soirée au profit du Fonds Luna pour la musicothérapie pédiatrique. Il resta interdit, les yeux écarquillés. « Harper, je n'ai pas joué devant un public depuis des années. » Elle soutint son regard. « Alors laisse-les venir à toi. » Il tenait la carte comme si elle était fragile, sacrée. « Pourquoi moi? » Parce que les gens ont besoin d'entendre à quoi ressemble la guérison. Elliot déglutit avec peine. « Et si j'échoue ?» Elle lui prit la main. « Alors échoue devant ceux qui t'aiment. C'est le meilleur endroit pour ça. » Ils restèrent sentant silencieux après cela. Mais ce n'était pas un silence vide. Il était chargé de promesses, et alors que le soleil déclinait, Elliot murmura « Tu crois qu'elle ira bien ?» Harper serra sa main. « Je crois qu'elle a le cœur le plus fort que j'ai jamais rencontré, et qu'il attend juste une mélodie à laquelle se raccrocher. » L'appartement était calme,
bien trop calme pour un samedi matin. Elliot se tenait dans l'embrasure de la minuscule cuisine, fixant le morceau de papier plié que Luna avait laissé sur le comptoir. Ce n'étaient pas ses habituels gribouillages sur des serviettes ou ses traces de crayon sur les boîtes de céréales. C'était différent. Une lettre soigneusement pliée, adressée en lettres majuscules tremblantes. Pour papa, de la part de Luna. Mais cette fois, c'était sérieux. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. « Cher papa, si je ne me réveille pas après Boston, ne sois pas triste. Je sais que j'étais ta chanson, mais tu es la mienne aussi. Alors, si je ne peux pas finir notre chanson, je veux que tu me promettes. Promets-moi que tu la joueras un jour pour moi. Pas tout seul, mais devant des gens, comme maman disait toujours. Là où l'amour peut résonner. Dis à mademoiselle Harper merci d'avoir retrouvé ta musique. Et dis-lui que je la trouve jolie même quand elle est en colère. PS. J'ai mis quelque chose sous le piano. C'est pour quand tu seras prêt. Je t'aime plus que les guimauves. Avec tout mon amour, Luna, la fille la plus courageuse que tu aies jamais rencontrée. Elliot resta assis, la lettre toujours à la main, l'air devenu lourd autour de lui. Son regard glissa vers le coin du salon où son piano droit attendait, couvert de poussière, silencieux depuis longtemps mais jamais oublié. Il s'agenouilla à côté, souleva le panneau de bois gondolé sous les touches. À l'intérieur, soigneusement rangé dans une boîte à bijoux qui appartenait autrefois à sa mère, se trouvait une seule clé en laiton et un post-it. Utilise-la quand tu auras envie de faire du bruit à nouveau. Un cœur, un petit dessin de lui au piano et un soleil souriant au-dessus du mot bruit. Elliot rit à travers ses larmes. Cette clé n'était pas qu'une clé. C'était le double de la chapelle. La Lincoln Chapel était plus une légende qu'une salle de concert. Une salle cachée à la lisière du parc municipal, autrefois refuge pour les âmes perdues et les étudiants en musique qui n'avaient pas les moyens d'aller à Carnegie. Elle était restée fermée des années, puis avait rouvert discrètement grâce à une association que Harper avait financée en secret, sous un autre nom. Quand Elliot arriva, il s'attendait à trouver l'endroit vide. Mais lorsqu'il entra, l'air semblait chargé d'attente. Le grand piano trônait au centre de la scène, sa surface brillante encore malgré l'âge de la salle. Mais ce n'est pas le piano qui l'arrêta. C'était la lettre posée sur le banc. Il reconnut l'écriture avant même de l'ouvrir. Harper. Je ne savais pas comment réparer ce qui était brisé entre nous. Mais peut-être que ça n'a pas besoin d'être réparé. Juste de musique. Luna croit aux échos. Elle croit en cet amour qui continue de se propager, même quand le son s'est éteint. Alors j'ai réservé la salle. J'ai allumé les bougies. J'ai rappelé toutes les faveurs que je devais pour que cet endroit, ce moment, soit à toi quand tu serais prêt. Joue pour elle, Elliot. Joue comme si elle t'écoutait, parce que c'est le cas. Et si par miracle tu joues aussi pour moi, je serai là. H. Elliot replia la lettre lentement, puis s'assit. Un instant, il se contenta de fixer les touches. Il avait déjà joué pour des maisons de disques, pour des salles de concert, pour les applaudissements, les critiques et des rêves qui lui semblaient aujourd'hui appartenir à un autre homme. Mais cette fois, ce serait la première fois qu'il jouerait pour sa fille. À 19 heures précises, les portes de la chapelle s'ouvrirent. Ce n'était pas un concert. Il n'y avait pas de billets, juste des gens, des dizaines, puis des centaines, qui avaient vu la vidéo devenue virale, qui avaient entendu parler d'un concierge aux doigts guérisseurs. Une femme de l'hôpital, une infirmière qui avait tenu la main de Luna pendant les pires moments,
Jennifer de la LRA, le vigile qui glissait des bonbons à la menthe à Elliot le soir. Même Margot Lynn, sans son armure de salle de réunion, et Harper, debout discrètement au fond. Pas de caméra, pas de journaliste, juste une présence. Elliot ne dit rien en montant sur scène. Il n'en avait pas besoin, car dès que ses doigts effleurèrent les touches, la salle retint son souffle, et la musique qui s'échappa de lui n'était ni polie, ni parfaite, mais d'une pureté brute. Le morceau n'avait pas de nom. Il n'en avait jamais eu besoin. Mais il portait en lui chaque instant de sa vie. Les nuits à l'hôpital, la serpillière et le seau. Le jour où Luna avait prononcé son premier mot, le vautour, silence après la mort de sa femme. Le regard de Harper quand elle avait dit « C'est grâce à toi que je l'ai trouvé ». La salle pleurait, non de tristesse, mais de vérité. À mi-chemin, Harper s'avança au premier rang. Elle ne pleura pas. Elle écouta. Et Elliot, sans lever les yeux, murmura à travers la musique. « C'est pour toi aussi ». Quand la dernière note s'éteignit, la salle n'applaudit pas. Elle resta immobile, comme si personne n'osait troubler la sainteté de ce silence. Puis, un à un, les gens déposèrent de petites bougies au pied de la scène, des dizaines de flammes vacillantes, chacune comme un écho, chacune comme Luna. Plus tard, Harper s'assit à côté d'Elliot sur la scène désormais vide. « Tu crois qu'elle l'a entendu ?» demanda-t-il. Harper prit sa main. « Je pense que c'est elle qui la jouait à travers toi. » Il acquiesça lentement. Je croyais ne plus rien avoir en moi. Elle posa doucement sa tête contre son épaule. Finalement, elle murmura. « Tu n'as jamais été vide. Tu attendais, c'est tout. »« Papa, » chuchota Luna, « tu peux la rejouer? La chanson des bougies ?» Elliot leva les yeux de son chevet, surpris. Elle était réveillée. Pour la première fois depuis des jours, sa voix n'était ni alourdie par les médicaments, ni étouffée par la fatigue. Ses yeux, encore cernés de pâles ombres, étaient clairs et emplis de quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis le début de sa maladie. L'espoir. Il se leva, sa chaise raclant le sol de l'hôpital, mais il s'en fichait. « Luna » souffla-t-il, serrant sa main comme une bouée de sauvetage. Elle esquissa un léger sourire. C'était fort dans mes rêves, et chaud. Elliot se pencha, l'embrassa sur le front, et pour une fois, il ne chercha pas à cacher ses larmes. « Tu l'as entendu. »« Je crois que j'étais la chanson, » murmura-t-elle. De l'autre côté de la chambre, Harper était adossé au mur, les bras croisés, les yeux rougis par l'émotion et le manque de sommeil. « Elle s'est réveillée 1 heure après ton concert, » dit-elle doucement. L'infirmière a dit que c'était comme si son cœur se souvenait comment se battre. Elliot se tourna vers Harper, la voix tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. »« Alors ne dis rien, » répondit-elle tendrement. « Reste juste ici avec elle. » Cette nuit-là, Luna resta éveillée plus longtemps qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle but un peu de bouillon, joua doucement avec un ours en peluche et réussit même à convaincre une infirmière de la laisser colorier sur un clipboard dans son lit. Et tout le temps, Elliot resta à ses côtés, fredonnant la même berceuse inachevée. À un moment, Luna leva les yeux et dit « Tu n'as pas abandonné, papa. » Il cligna des yeux. « Abandonné quoi? La musique? La vie? Moi? » Il resta silencieux un instant, puis répondit « Je croyais que si, mais je me trompais. » Elle sourit, à moitié endormie. Mademoiselle Harper avait raison. L'amour résonne, même dans le silence. 1 semaine plus tard, Luna fut transférée au centre cardiaque de Boston. Harper s'occupa de tout, les spécialistes, la logistique et même un appartement temporaire et chaleureux tout près
pour qu'Elliot puisse rester durant la convalescence de sa fille. Ce n'était pas de la charité. C'était un investissement dans l'amour, dans la guérison, dans toutes ces choses qu'aucun tableau Excel ne saurait mesurer. Elliot tenta de la rembourser, de protester, mais Harper l'interrompait à chaque fois. « J'ai passé des années à acheter le silence », lui confia-t-elle un soir alors qu'il marchait dans la ville, à donner à des causes juste pour apaiser ma culpabilité. Mais t'aider, elle, c'est la première fois que j'ai l'impression de construire quelque chose qui mérite d'être entendu. Il la regarda alors sous la douce lueur orangée d'un réverbère. « Tu sais que tu fais partie de la mélodie maintenant, n'est-ce pas ?» Elle lui adressa un sourire tendre. « J'espérais que tu dirais ça. » La veille de l'opération de Luna, Harper rejoignit Elliot et Luna pour un dîner tranquille à l'appartement. Ce n'était qu'une soupe et des croque-monsieur, mais pour Luna, c'était un vrai festin parce qu'ils avaient sorti les serviettes en tissu. Au milieu du repas, Luna se tourna vers Harper et demanda « Tu aimes mon papa ?» Harper s'étouffa avec son eau. Elliot s'immobilisa, la fourchette en suspens. « Luna ?» souffla-t-il. « Quoi ?» répondit-elle d'un air innocent. « Vous vous regardez comme dans les films, mais en vrai. » Harper s'essuya la bouche et reprit contenance. « Eh bien, ton papa est quelqu'un de très spécial. » Luna hocha la tête. « Je sais. Il fait semblant de rien, mais en vrai, c'est un peu un magicien. » Elliot se couvrit le visage de ses deux mains. « Je suis officiellement humilié. » Harper se pencha vers Luna. « Et si je l'aimais, alors ?» Luna haussa les épaules. « Alors tu devrais lui dire, avant que ses cheveux ne deviennent trop gris. » Ils éclatèrent tous de rire. Un vrai rire, profond, qui vient du ventre. Celui qui ne fait pas que résonner, mais qui s'ancre dans les os. Plus tard dans la soirée, quand Luna s'endormit, blottie contre la poitrine de son père, Harper s'assit à côté de lui sur le canapé. Aucun des deux ne parla pendant un long moment. Puis Elliot murmura « Elle n'a pas tort. À propos de quoi? Tu devrais sans doute me le dire avant qu'il ne soit trop tard. » Harper le regarda, les yeux fatigués mais pleins de vie. Puis, sans emphase ni détour, elle dit « Je t'aime, Elliot Reed. » Il ne broncha pas, ne cligna, même pas des yeux. Il se pencha simplement vers elle et l'embrassa doucement, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Le lendemain matin, Luna fut préparée pour l'opération. La salle d'attente ressemblait à un purgatoire. Murs blancs, lumière crue, tic-tac d'une horloge qui semblait ne jamais avancer. Elliot tournait en rond. Harper restait immobile, les mains si serrées que ses jointures en devenaient blanches. Les heures passèrent. Puis une porte s'ouvrit et le chirurgien principal entra. Il avait l'air épuisé, mais il souriait. Elle s'en est sortie. Elliot s'effondra sur une chaise. Harper chercha sa main, les larmes coulant sans retenue. Le médecin poursuivit. « C'est une battante. Dès qu'on a refermé, son cœur a trouvé le rythme tout de suite, comme s'il n'attendait que ça. » Elliot rit à travers ses sanglots. Elle a toujours eu son propre tempo. Ce soir-là, Elliot retourna à la chapelle. Cette fois, Harper était déjà là, assise au piano, les doigts posés sur les touches. Il la rejoignit sans un mot. Ensemble, ils jouèrent. Pas de public, pas de caméra, juste eux et les échos d'une fillette au cœur assez forte pour les porter tous. La chanson qu'ils composèrent cette nuit-là ouvrirait un jour des centres de musicothérapie à travers tout le pays. On l'enseignerait dans les écoles, elle résonnerait dans les couloirs d'hôpitaux, fredonnée par des inconnus. Mais elle appartiendrait toujours à 3 personnes. Un concierge, une directrice et la petite fille qui croyait aux échos. Le vent portait le parfum du printemps, une odeur de terre, de propreté, pleine de seconde chance. Sous les cornouillers en fleurs qui bordaient l'allée menant à la chapelle Lincoln,
Luna Reed sautillait sur les pavés, sa robe virevoltant, son rire s'élevant comme une mélodie dans l'air du matin. Elle portait désormais une cicatrice qui dépassait de son col comme un discret insigne de courage. Mais elle l'arborait comme elle arborait son sourire, sans la moindre honte. Ce n'était pas la marque de ce qu'elle avait perdu. C'était le rappel de ce qu'elle avait surmonté. Doucement, lança Elliot derrière elle. « Tu n'es pas encore totalement remise. » Luna s'arrêta, se retourna d'un bond, les mains sur les hanches, et lui adressa un large sourire. « Papa, c'est toi qui dis que les cicatrices, c'est juste la preuve qu'on a continué d'avancer. » Il rit doucement. « Ah bon? Tu dis beaucoup de choses intelligentes quand tu crois que je dors, » fit remarquer Harper, marchant aux côtés d'Elliot, sa main dans la sienne. « Elle tient ça de toi. »« Non, » répondit Elliot en la regardant. « Elle tient ça de nous. » Ils approchèrent ensemble des portes de la chapelle, ces mêmes portes qu'Elliot avait franchies autrefois, seul, persuadé que sa musique s'était éteinte. À présent, il se tenait là, non plus comme un simple concierge, ni comme l'ombre de ce qu'il avait été, mais comme un homme pleinement reconnu, un homme qui avait aimé, perdu, souffert, puis reconstruit, et à ses côtés, la femme qui avait osé croire qu'il avait encore quelque chose à offrir. À l'intérieur, l'air vibrait d'attente. Les sièges n'étaient pas occupés par des célébrités ou des critiques, mais par des infirmières, des enseignants, des concierges, des bibliothécaires, des mères célibataires et des pères fatigués. Des gens ordinaires qui avaient trouvé l'extraordinaire dans l'histoire d'une fillette, d'un piano et d'un homme qui jouait en silence jusqu'à ce que, enfin, quelqu'un l'écoute. Au centre de la scène, sous un halo de lumière douce et chaude, trônait le piano, lustré, ouvert, prêt. Harper s'agenouilla près de Luna au premier rang. « Tu es sûre de te souvenir du début ?» demanda-t-elle doucement. Luna rayonna. « Je me suis entraînée avec papa tous les jours. » Harper sourit. « Et si tu as le trac, je te regarderai, et j'imaginerai que tu es une énorme guimauve. » Harper éclata de rire, la main devant la bouche. « Marché conclu. » Puis Elliot monta sur scène, calme et posé. Il s'approcha du micro. « Ce soir, il ne s'agit pas de notes parfaites, dit-il. Ce n'est pas une question de talent ou de technique. Il s'agit de ce qui se passe quand on cesse de fuir les parts de nous-mêmes qui font mal et qu'on les laisse enfin chanter. » Il fit un geste vers les coulisses. « Luna !» La salle retint son souffle. Luna apparut lentement. Sa petite silhouette s'illumina alors qu'elle avançait vers le banc. Elliot la souleva, ajusta les partitions, bien qu'il n'en aurait pas besoin, et s'assit à ses côtés. Puis, dans un souffle léger, ils commencèrent à jouer. La mélodie débuta doucement, avec délicatesse, presque hésitante, puis, comme une mémoire musculaire imprégnée d'amour, elle s'épanouit. Chaque note s'appuyait sur la précédente, comme des briques bâtissant une maison. C'était la même berceuse qu'Elliot avait jouée cette nuit-là, à l'hôpital, dans la chapelle. Et à chaque heure silencieuse où il avait cru la perdre. Mais cette fois, c'est Luna qui joua la première partie. Et quand elle arriva au passage où ses mains n'étaient plus assez fortes, elle leva les yeux vers lui et murmura « À toi ». Elliot prit la relève. Ses mains dansaient sur les touches, non pas comme lors d'un concert, mais comme une prière. Puis, au moment où la dernière note approchait, il s'arrêta, se tourna vers le public et acquiesça d'un signe de tête. Le quatuor à cordes se leva au fond de la salle. La chorale d'enfants se mit debout. Et soudain, la salle ne se contentait plus d'assister à un concert. Elle en faisait partie. L'harmonie enfla, les voix s'élevèrent, certains spectateurs pleuraient, d'autres se tenaient la main,
D'autres encore fermèrent les yeux pour simplement écouter. Car, d'une manière inexplicable, chacun reconnut la chanson, non pas par souvenir, mais par ce qu'elle signifiait. C'était le son du pardon, de l'espoir retrouvé, de cœurs brisés recousus qui osaient battre plus fort. Après la représentation, personne ne se précipita vers la sortie. Les gens restaient, comme s'ils craignaient que la magie ne s'évanouisse dès qu'ils franchiraient la porte. Luna, serrant toujours dans ses bras un lys blanc qu'on lui avait offert, se tourna vers son père. « Tu crois que maman nous a entendus ?» Elliot s'agenouilla pour croiser son regard. « Je crois que c'est elle qui a écrit le pont. » Dehors, Harper était appuyé contre les portes de la chapelle, observant Elliot d'un regard doux et profond. Lorsqu'il la rejoignit enfin, elle ne dit rien. Elle effleura simplement le coin de sa bouche où une larme avait séché. « Je savais que ton silence n'était pas vide, » murmura-t-elle. Il prit sa main, la porta contre son cœur. « C'est toi qui l'as rempli. » Elle inclina la tête. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Elliot regarda autour de lui. La chapelle, les arbres, les gens qui fredonnaient encore la mélodie. « Je crois qu'on continue à jouer. » Dans les semaines qui suivirent, Elliot lança une fondation au nom de Luna, la chanson sans fin. Sa mission: apporter la musicothérapie dans les hôpitaux, écoles et centres communautaires démunis à travers le pays. Harper, elle, laissa derrière elle la salle de réunion. Elle rejoignit la fondation, non pas en tant que directrice générale, mais comme cofondatrice, pianiste, et surtout comme quelqu'un qui avait enfin retrouvé le vrai sens du mot « puissance ». Il ne courait ni après la célébrité, ni après l'argent, ni après les applaudissements. Ils ont construit une vie faite de petits concerts dans des salles paisibles, de pancakes le dimanche matin, de lettres d'enfants qui disaient s'être sentis écoutés pour la première fois. Et chaque soir, avant de s'endormir, Luna demandait « Joue-moi la chanson, papa, celle qui m'a trouvé. » Alors, tout doucement, avec tendresse, il jouait jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Car certaines histoires ne se terminent jamais. Elles résonnent à l'infini. Et peut-être que c'est ça, la vie. Non pas le bruit qu'on fait quand on nous voit, mais les échos que l'on laisse derrière soi quand on aime profondément, même dans le silence. À présent, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette histoire. Laissez-nous un commentaire pour nous le dire, car votre présence ici compte bien plus que vous ne l'imaginez. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou si elle vous a simplement donné une raison de sourire aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne. D'autres histoires attendent d'être racontées, des histoires qui guérissent, des histoires qui comptent. Merci d'avoir partagé avec nous un peu de votre temps précieux. D'ici la prochaine histoire, restez bienveillants, restez courageux et souvenez-vous, parfois, ce sont les personnes les plus discrètes qui jouent les mélodies les plus puissantes.